Bonjour tout le monde, bienvenue à votre première capsule de cours asynchrone. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. On débute la matière en force en parlant de force électrique ainsi que de charge électrique. Je vais vous inviter à aller faire une lecture, donc aller lire les sections 1.1 et 1.2 en gardant certaines petites choses en tête. Notamment, il va falloir comme se vider la tête et laisser de côté ce que vous pensez déjà connaître ou ce que vous connaissez déjà de l'électricité. Vous allez voir, on va parler ici de quelque chose de vraiment particulier. On va se limiter au cas de l'électrostatique en premier. Donc, imaginez dans votre tête, là, pour l'instant, on parle surtout de concepts liés à l'électricité statique et non pas au courant électrique. Il faut également éviter d'essayer de faire des liens, même s'il y a des situations qui se ressemblent, on va pouvoir en parler un peu plus. Avec le magnétisme, on n'est pas en train de parler d'aimant non plus, on est vraiment en train de parler de force électrostatique, donc semblable à la statique qu'il peut avoir sur votre linge. Lorsque vous le sortez de la sécheuse, semblable à des situations naturelles comme la foudre. Donc, gardez ça en tête. On n'est pas en train de parler de magnétisme, on n'est pas en train de parler de courant, mais on est quand même en train de parler d'électricité. Je vous laisse aller faire la lecture. On se retrouve tout de suite après. Donc, vous avez terminé votre lecture? Si oui, on peut continuer. En fait, je vais repasser seulement à travers les grandes lignes de la matière et les points qui peuvent être plus litigieux un petit peu. Donc, la première chose, c'est de saisir, et vous l'avez peut-être réalisé en lisant le cahier, que ça ne prend pas nécessairement une énorme formation scientifique pour être capable de saisir la base de la matière derrière. En fait, pour découvrir le phénomène de l'électricité, il fallait juste que quelqu'un ait la créativité de décider de frotter des choses ensemble. Et éventuellement, ils ont fini par découvrir une certaine propriété. Ils ont réussi à classifier, si vous voulez, tous les matériaux en deux catégories. Et on réalisait que, par exemple, si je prends un matériau d'une catégorie, appelons-la la catégorie A, si je prends un objet de la catégorie A et que je le mets à proximité d'un objet de la catégorie B, les deux vont avoir tendance à s'attirer. Évidemment, je peux avoir différents types de matériaux. Je peux avoir un certain type qui est un type A d'un certain matériau, donc imaginons du bois ou en fait de l'ambre. Et je peux avoir un deuxième matériau qui serait par exemple de la fourrure. Et si je frotte les deux, si les deux sont du même type, et je ne vous confirme pas que les deux sont du même type dans ce cas-ci, j'ai un petit peu de difficulté à vous le montrer du bon sens. Si j'ai deux fois le même type, deux matériaux de type A, ils vont avoir tendance à se repousser. Donc jusque-là, c'est pas particulièrement complexe. On a simplement créé deux catégories. Par contre, si j'ai un effet comme ça entre les deux, typiquement, on vous le représente par exemple avec euh, deux balles qui seraient suspendues à des fils et on constaterait par exemple que les deux balles ont tendance à s'éloigner l'une de l'autre. Si elles s'éloignent, il y a quelque chose qui crée ce mouvement-là et cette chose-là, on peut faire le diagramme des forces. Je vais essayer de le faire et de vous l'afficher ici, non. Là. Euh, donc, on va constater qu'il y a une force nécessairement qui repousse les deux objets ensemble. Par contre, définir comment on peut calculer cette force-là, c'est là où les choses deviennent un petit peu plus complexes. On va avoir différentes personnes qui vont travailler sur ce problème-là et on va tirer quelques leçons de l'étude qu'on va faire de ce phénomène-là. En passant, apprendre à frotter deux choses ensemble, on a réussi à faire ça assez rapidement, donc on a des traces de ça jusqu'à l'époque antique, jusqu'au grec. Cependant, les dernières étapes, les découvertes scientifiques dont on parle, remontent environ aux années 1700, entre autres avec les travaux de Benjamin Franklin. Oui, celui-là, le même monsieur que c'est sur les 100$ américains, et un certain Charles-Augustin Coulomb. Donc, j'oublie toujours un petit peu son prénom. Besoin de vérifier. On constate certaines tendances. La première étant, plus on a, par exemple, qu'on frotte quelque chose fort, et là, je vais utiliser un mot qu'on va définir seulement plus tard. On va parler de charge. Donc, plus mon objet est chargé, et plus ils vont avoir tendance à se repousser. Donc, si j'ai deux objets A, et que mes deux objets A sont plus chargés, ils vont plus se repousser que deux objets qui seraient moins chargés. Première conséquence. La deuxième, on remarque que cette relation-là est proportionnelle. Donc, si par exemple, je garde la même balle A, la même balle verte, et que j'ai une balle orange ici qui est deux fois plus chargée qu'une autre balle orange,
celle-ci devrait être repoussée 2 fois plus que la première. Donc, on voit déjà que la force entre les deux va dépendre d'un certain paramètre qu'on va appeler ici la charge, et qui va être noté Q dans toutes les équations subséquentes. On remarque que plus les balles sont loin l'une de l'autre, moins elles s'attirent ou se repoussent. Donc l'effet varie en fonction de la distance entre les deux objets, qu'on va noter R, un petit peu comme on faisait lorsqu'on faisait l'étude de la gravitation. Et finalement, on va avoir besoin d'attendre un certain moment avant de découvrir qu'on a un effet très particulier, une façon particulière avec laquelle la force va diminuer. La force, en s'éloignant, va diminuer en 1 sur R carré, qui est la même forme de diminution de force, si vous voulez, que ce qu'on avait avec la gravité. On a également un petit détail qui tend à nous prouver qu'on a également une diminution en 1 sur R carré, qui est le fait qu'à l'intérieur d'une coquille vide, donc si par exemple j'enlevais l'intérieur de mon orange ici et que je gardais seulement la coquille et que la coquille était chargée, à l'intérieur de cette coquille-là, je ne pourrais jamais observer de force. Donc ça ici, pour des raisons mathématiques qu'on connaissait déjà à l'époque, on se doutait que ça voudrait dire que la force diminue en 1 sur R carré, parce qu'on avait déjà fait les calculs de ce genre de problème-là pour des problèmes de gravité par le passé. Donc, toutes ces considérations-là, le fait que ce soit proportionnel à la charge, le fait que ce soit inversement proportionnel à la distance entre mes deux sphères, nous énonce une nouvelle loi qui va être, si vous voulez, la loi à la base de notre étude de la force électrique, qu'on va appeler la loi de Coulomb, et qui s'énonce comme ceci. Donc, dans la loi de Coulomb, on a les deux charges qui sont indiquées. Évidemment, ici, on calcule la norme de la force, donc on ne s'intéressera pas aux signes que vont prendre les charges. On va voir que les charges en question vont pouvoir avoir un signe soit positif ou négatif. On a R, qui est la distance entre les deux. Et ici, K est une constante de proportionnalité, donc il n'y a pas de sens très profond. C'est simplement parce qu'on sait que l'équation doit être proportionnelle à R carré et plutôt inversement proportionnelle à R carré et proportionnelle aux charges. Donc, pour indiquer une proportionnalité, on va mettre simplement un facteur à l'avant. Et la valeur de K, on va appeler ça la constante de Coulomb, du nom du scientifique qui a travaillé dessus. Donc, on remarque entre autres que la loi de Coulomb répond à la troisième loi de Newton, ce qui veut dire que la force exercée par cette sphère-ci sur celle-ci va être exactement la même que la force exercée par celle-ci sur celle-ci. Donc, on peut inverser les deux charges dans notre équation et on va retrouver exactement le même résultat. Cette équation-là a certaines limites. Vous remarquerez que depuis le début, on parle uniquement de sphères chargées. Donc, la loi de Coulomb, en fait, va s'appliquer uniquement, en théorie, sur des particules. On l'utilise aussi fréquemment si on considère que nos sphères sont assez petites ou que nos formes sont assez petites pour être représentées comme des points. Donc, si j'ai des formes quelconques, imaginons que j'ai une forme tasse à café avec une sphère, je pourrais utiliser ma loi de Coulomb si les deux objets sont assez grands, sont assez éloignés, que la distance entre les deux fait en sorte que la forme ne m'intéresse plus. On peut l'utiliser lorsqu'on a des sphères uniformément chargées. Les mathématiques fonctionnent dans ce cas-là. On va représenter les sphères par le point au centre. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire le calcul avec ça. Pour n'importe quel autre objet, donc si j'ai un objet d'une forme différente qui est relativement près d'une sphère ou qui est relativement près d'une particule, je ne pourrai pas utiliser la loi de Coulomb dans cette situation-là. Ou du moins, je ne pourrai pas l'utiliser directement. Et on va voir comment résoudre ce type de problème-là dans les prochaines sections, entre autres lorsqu'on va faire des calculs avec le champ électrique. Maintenant, parlons un petit peu plus spécifiquement des charges. On a glissé un mot rapidement par rapport à ce que ça faisait des charges, mais on n'a pas parlé plus spécifiquement de ce que c'était. En fait, on est quand même très familier aujourd'hui, lorsqu'on parle d'électricité, de parler de quelque chose qui est positif versus quelque chose qui est négatif. C'est pas par contre la façon nécessairement la plus naturelle de le voir. Comme on disait, on pouvait catégoriser les différents matériaux comme étant certaines catégories B, certaines catégories A, et pas mal tout ce qu'on pouvait savoir en regardant seulement d'un point de vue macroscopique, c'était ça. C'est qu'on avait certaines catégories et on réussissait à tout séparer en deux catégories.
La convention qu'on utilise aujourd'hui a été développée par Benjamin Franklin et c'est intéressant de s'y attarder pour une raison, c'est que c'est un bel exemple de ce à quoi servent les conventions et pourquoi c'est important. Même si parfois ça peut être frustrant d'avoir à se fixer une convention parce qu'on peut se dire ouais mais pourquoi je peux bien choisir de faire ce que je veux. Benjamin Franklin a développé sa convention à partir d'une idée très simple qui était que la source de la force électrique, c'était qu'on avait un fluide à l'intérieur de nos matériaux et qu'à l'occasion, en les frottant, on pouvait ajouter ou retirer de ce fluide-là. Et que le fluide en question, si on avait un surplus dans les deux, ça allait avoir tendance à se repousser. Et s'il y avait un manque dans un et un surplus dans l'autre, à ce moment-là, le surplus voudrait aller dans l'autre objet et ainsi on aurait une attraction entre les deux. Et on remarquera, lorsqu'on va en parler un petit peu plus en détail, qu'il était passablement près de la réalité parce que pour vrai, lorsqu'on a un matériau chargé, ça va être parce qu'on a ajouté ou retiré des électrons. Cependant, il s'est trompé sur une chose, c'est qu'il a considéré il a dit par exemple que le type A, c'était celui pour lequel il allait avoir un surplus de matériaux, donc on allait lui mettre un signe plus, et que la catégorie B, c'est celle qui aurait un manque, donc à laquelle on attribuerait un signe négatif. Cependant, il les avait inversés. La catégorie B, en réalité, était celle dans laquelle on avait un surplus de particules, les particules étant ce qu'on appelle aujourd'hui des électrons, et il lui a attribué le signe négatif parce qu'il pensait que ça allait être un manque de quelque chose qu'il y avait là-dedans. Remarquez, ça ne change absolument rien au fait que les deux s'attirent. Cependant, on s'est retrouvé avec un signe moins pour un manque, ce qui entraîne, lorsqu'on fait toutes les démarches par après et lorsqu'on apprend presque 150 ans plus tard que la particule en question, ce sont des électrons, on réalise que la particule n'a pas le choix d'être négative. On aurait tout aussi bien pu faire la situation inverse, dire que les matériaux de type B étaient les signes positifs, donc ici on aurait une note positive, et à ce moment-là, on aurait inversé tout le système. Donc il n'y a pas de valeur particulière philosophique ou très profonde au fait que quelque chose soit positif versus quelque chose soit de négatif. Par contre, il y a une signification profonde et physique au fait que deux particules aient des signes opposés, et là, on va pouvoir recréer notre physique ici. Donc, comme je disais, ça aurait pu être plus simple. C'est vraiment simplement une question de convention de choisir que, par exemple, le proton, ça va être notre particule positive et notre électron va être notre particule négative. Cependant, si on n'avait pas cette convention-là, si on décidait que n'importe qui peut faire ce qu'il veut, on se retrouverait dans une situation excessivement difficile parce que deux personnes pourraient parler de la même particule et lui attribuer un signe différent. Donc, il faudrait chaque fois que vous allez lire un ouvrage, chaque fois que vous allez lire un article, chaque fois que vous écrivez quelque chose, que vous vous assuriez à la fois de transmettre et de bien comprendre quelle convention on utilise. Donc, plutôt, lorsqu'on a une convention qui est très respectée, comme c'est le cas pour le signe positif ou négatif, qui est respecté à peu près partout à travers l'histoire aussi, vous ne trouverez jamais, en tout cas moi ça m'est jamais arrivé en plusieurs années, là, de source qui considère qu'un proton est une particule négative. Donc ça simplifie énormément notre travail. L'idée derrière, c'est juste de comprendre que c'est quelque chose qui, oui, est arbitraire, mais oui, également, c'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir une communication efficace en sciences. Donc j'espère qu'au moins ça va éclaircir parce qu'on va rencontrer plusieurs autres conventions au cours du cours. Et oui, c'est important de respecter les conventions. Oui, même si à l'occasion les résultats sont les mêmes, ça devient une situation qui est nécessaire de respecter les conventions pour être en mesure d'avoir une communication efficace. Et vous allez voir, il y a certaines conventions qui sont très, très, très respectées. Il y a certaines conventions que nous, à l'intérieur du cours, on va respecter. Et oui, ça va être important de les respecter en tout temps. Comme il est très difficile d'identifier une charge particulière, vous noterez, on vient de dire, ça a pris presque 150 ans avant de découvrir quelle était la particule qui portait la charge. Jusque-là, on pensait a priori que la charge était quelque chose de fluide, donc un petit peu comme un liquide qui voyagerait entre deux matériaux. Comme c'est très difficile à isoler, on utilise généralement une unité qui est assez grosse, qu'on appelle le coulomb, qui représente un certain nombre de charges élémentaires. Donc, un des trucs que vous allez avoir à faire souvent dans les exercices, c'est passer d'un à l'autre.
combien il y a de charges élémentaires, par exemple, ou combien il y a d'électrons, donc de porteurs de cette charge-là, dans telle quantité de charge qui serait une quantité macroscopique, là, une bonne grosseur. Et on va définir un coulomb comme étant, et là j'ai besoin de mes notes parce que je ne me rappelle pas toujours par cœur, 6,24 fois 10 à la 8 électrons. Donc la quantité de charge portée par 6,24 fois 10 à la 8 électrons va correspondre à 1 coulomb. Vous pouvez isoler les quantités à l'inverse pour trouver la charge portée par un électron à ce moment-là. La charge portée par un seul électron va correspondre à 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Donc une quantité vraiment très très petite de charge portée par un seul électron. En réalité, comme je disais, il est très très difficile de mesurer une seule charge. Donc la quantité de l'unité de la charge est en fait, dans le système international, le découlé de l'unité de courant électrique. Donc juste dans la façon que c'est construite, là, en fait, la définition d'un coulomb, ça va correspondre à, là je ne veux juste pas me tromper, donc 1 ampère va correspondre à exactement 1 coulomb par seconde, et on a une définition dans le système international de l'ampère comme étant l'unité de base plutôt que le coulomb. 3 petites propriétés maintenant de la charge. La première, c'est que la charge, c'est une quantité qui est quantifiée. Et quantifiée au sens où la charge va venir vraiment en petits paquets. Il y a un morceau de charge qui est comme le minimum que vous pouvez avoir. Dans le cadre du cours, on ne va pas vraiment s'intéresser aux divisions subatomiques, donc on va considérer que la plus petite, dans la très très vaste majorité des cas, la plus petite unité de charge qu'on peut avoir, ça correspond à la charge de l'électron ou encore la charge du proton. Donc, plus une charge élémentaire qu'on va noter E, ou moins une unité de charge élémentaire qu'on note moins E, évidemment. Formes les plus petites de charge qui peuvent vivre à l'état individuel, les 3 particules fondamentales que nous, on va utiliser dans le cadre du cours, ça va être l'électron, qui a une charge négative, le proton, qui a une charge positive, et le neutron, qui est évidemment, comme son nom l'indique, neutres, qui ont été découvertes respectivement en 1897 pour l'électron, 1913 pour le proton et 1932, donc quand même très récemment, pour le neutron, qui est particulièrement difficile à détecter parce qu'il est neutre. Deuxième propriété de la charge, c'est une quantité qui va être conservée. Donc, c'est quelque chose qu'on aime. On ne va jamais avoir de charge qui va être créée ou qui va être détruite. En fait, il peut arriver dans certaines conditions qu'on va avoir des créations de charge, mais elles vont nécessairement être en paire. Donc, on va toujours avoir une partie positive et une partie négative qui vont être créées en même temps. Et jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est qu'à la grandeur de l'univers, on a un univers qui est neutre, donc qui est la dernière propriété, la neutralité, ou du moins la neutralité au point de vue cosmologique. On n'a jamais découvert qu'on avait plus de création de charge, par exemple, qui était positive que de charge négative. Les deux semblent toujours venir ensemble. Et c'est la raison pour laquelle on observe beaucoup de forces électromagnétiques à petite échelle, mais ce n'est pas une force qui a autant d'influence à l'échelle astronomique que, par exemple, la force gravitationnelle, qui, elle, va toujours avoir tendance à s'attirer, alors que si on a autant de charges positives que de charges négatives qui sont créées, ben, normalement, les interactions entre les charges vont avoir tendance, d'un point de vue macroscopique, à s'annuler les unes les autres. Maintenant, en plus de pouvoir catégoriser nos matériaux en fonction de est-ce que c'est ce qu'on appelait nos types A ou nos types B, ou le fait qu'il ait tendance à accumuler des charges ou le fait qu'il ait tendance à avoir des manques de charges, on peut également qualifier nos matériaux d'une autre façon qui est est-ce que les charges peuvent circuler librement dans un matériau? Donc, est-ce que notre matériau, d'une autre façon dont on peut l'énoncer, laisse passer le courant ou non? Donc, si j'ai un matériau en métal, ici, j'aurais un matériau qui serait conducteur parce que les charges à l'intérieur, imaginons maintenant que ceci est une grosse charge, si je la place à une extrémité, cette charge-là va être libre de se déplacer d'un bout à l'autre de l'objet. Si j'ai plusieurs charges positives, donc je donne un extrait de charge positive à un matériau qui est conducteur, charge positive, les effets spéciaux sont incroyables aujourd'hui, ces charges-là vont pouvoir se repousser l'une l'autre. On se rappelle, une charge positive avec une charge positive vont avoir tendance à se repousser, donc ils vont se retrouver
à la distance maximale. Si j'ai beaucoup de charge sur mon objet, quelle est la meilleure façon de maintenir la plus grande distance entre toutes mes particules? Bien, ça va être que mes charges se retrouvent à la surface du matériau. Ici, j'ai un matériau qui est quand même assez long, mais si j'avais par exemple une sphère, bien, mes charges se répartiraient uniformément à la surface de ce matériau-là. Si à l'inverse, j'ai un matériau qui n'est pas conducteur, donc un matériau qu'on va dire isolant, si je dépose des charges sur un matériau qui est isolant, ces charges-là ne seront pas libres de se déplacer dans le matériau. Donc si par exemple je mets 2 charges positives sur mon matériau ici, ils ne sont pas libres de se déplacer, donc les charges vont simplement rester à cet endroit-là sur le matériau. On va généralement peu parler des matériaux isolants simplement parce que les effets qui sont dessus sont moins intéressants. Il y a moins de calculs qu'on peut faire, c'est moins des matériaux qui sont prévisibles, mais ça va être un matériau, entre autres, qui ne pourra pas laisser passer le courant, d'où le terme de matériau isolant. Mais là, avant de vous laisser partir, je vous entends à travers l'espace et le temps crier à votre ordinateur une grande question qui vous tracasse, qui est « Oui, mais monsieur, si jamais j'ai un objet chargé et que je l'approche de, par exemple, des plumes qui traînent dans mon appartement, je vais constater qu'elles vont avoir tendance à se coller. Mais mes plumes ne sont pas chargées. Mes plumes sont des objets neutres que j'ai pris dans la nature. Mais là, j'ai frotté une règle, par exemple, sur mes cheveux. Et là, je l'approche et je constate que les plumes se font coller sur la règle. Pourquoi, monsieur, cela arrive-t-il? En fait, lorsqu'on a un matériau comme ça qui est chargé, mais qui réussit à attirer un autre matériau qui serait neutre, poup, on va parler d'un phénomène d'induction électrostatique. Et voyons maintenant comment cette chose-là peut fonctionner. Donc, je vous amène maintenant sur mon tableau. On a un matériau comme ça, qui est un matériau chargé. Donc, la situation où j'ai, par exemple, ma boule A, qui a été chargée et que je rapproche d'un objet qui est neutre. Qui est neutre, ici, mais qui est conducteur également. Ou du moins un peu conducteur. Il faut que mes charges soient capables de se déplacer librement. Et on a vu, dans n'importe quel objet, même si mon objet est globalement neutre, il peut avoir des charges à l'intérieur. Il faut simplement qu'il y ait autant de charges positives qu'il y a de charges négatives. Donc normalement, ça voudrait dire que j'aurais un petit plus ici, un petit plus ici, un petit plus ici, qui sont à peu près également répartis, mais également un petit moins, un petit moins, un petit moins et un petit moins. Donc, je n'ai pas de groupement particulier de plus ou de moins à un endroit ou un autre sur ma sphère, mais je l'ai en nombre égal. Lorsque je vais approcher mon objet chargé de mon objet neutre, qu'est-ce qui va se passer? J'ai des charges positives ici. Je sais que mes charges positives, avec mes charges positives, ont tendance à se repousser, et mes charges positives ont tendance à s'attirer avec mes charges négatives. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un mouvement à l'intérieur de ma sphère lorsque j'approche mon objet chargé. Et effaçons ça ici. Ce avec quoi je vais me retrouver, c'est des mouvements de charge et la situation finale va être que je vais avoir davantage de charges négatives. Ici, je vais simplifier, je vais dire qu'elles se sont toutes déplacées. Dans la réalité, il va y avoir une tendance légère à faire ça, mais tout ne va pas se grouper au complet non plus. Entre autres parce qu'il y a quand même une répulsion entre mes charges positives. On se rappelle ici, il y a une attraction entre mes charges négatives. Donc, éventuellement, je ne peux pas avoir non plus toutes mes charges négatives ici parce qu'elles se repousseraient trop les unes avec les autres. Mais je vais avoir un mouvement, une tendance générale qui va être que mes charges positives vont vouloir être repoussées, mes charges négatives vont vouloir être attirées. Et là, je me retrouve avec une situation où j'ai, si je regarde ici, une espèce de séparation. On fait notre problème un petit peu de façon idéalisée. Et je vais avoir une certaine distance entre ma sphère ici et mes charges positives. Et je vais avoir une certaine distance entre mes charges positives et mes charges positives. Ces distances-là ne sont pas les mêmes. Je vais les appeler R1
et R2 par exemple, mais on trouve que R1 est plus petit que R2. J'ai autant de charges ici que de charges ici, mais ces charges-ci sont plus proches. En théorie, lorsque j'ai deux objets, lorsque j'ai un objet neutre, il devrait être ni attiré ni repoussé parce que autant mes charges positives sont repoussées, autant mes charges négatives sont attirées. Mais ici, ce n'est pas exactement ce qui se passe parce que mes charges négatives se sont groupées, mes charges positives se sont groupées, et une des deux se retrouve plus proche que l'autre. Et comme on a vu tout à l'heure, ma formule pour la loi de Coulomb, la norme de ma loi de Coulomb est toujours donnée par K, valeur absolue de Q1, Q2, donc les charges concernées d'un côté et d'autre, divisé par R carré. Donc si mes charges positives sont plus éloignées que mes charges négatives, il va s'en suivre que la force exercée sur mes charges positives va être plus petite que la force attirée sur mes charges négatives. Donc mon objet va être davantage attiré que repoussé. Et globalement, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir une force nette qui va être exercée ici vers l'objet qui est chargé. Et j'aurais exactement la même situation si j'avais des charges négatives. Même si mes charges étaient négatives ici, mon objet serait attiré parce que j'aurais la situation inverse, j'aurais des charges négatives. Donc mes positifs viendraient se grouper ici et mes négatifs viendraient se grouper à l'arrière. Et dans toutes les situations, je vais avoir une force plus importante d'attraction ici que la force de répulsion que j'aurai de l'autre côté. Donc, au total, je vais avoir une force nette qui va toujours avoir tendance à approcher les deux objets. Donc, vous avez tout maintenant en main pour faire les exercices des sections 1.1 et 1.2. Merci beaucoup et on se retrouve mardi matin. Bye bye.